Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de 11 Afrique, une émission dédiée au football africain comme son nom l'indique, et je vais vous présenter tout de suite le magazine 11 Mondial que vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies et aussi en ligne sur le site de 11 Mondial. Il y a un nouveau numéro aussi qui va sortir dans la semaine, on l'attend là prochainement, sujet spécial RC Lens, donc voilà, amis lensois et les autres. Je vous invite à vous le procurer. Aujourd'hui, le programme, rapidement, on va parler de cette bombe qui est tombée en Afrique, la démission du sélectionneur marocain Walid Regragui. On enchaînera ensuite avec, forcément, nos 9 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde. Il y a des matchs amicaux ce mois-ci qui arrivent, donc bien évidemment, on va en parler. On parlera aussi un sujet scouting. On a une surprise, un super invité aujourd'hui avec nous, donc on va pouvoir faire un focus scouting. Et on finira par la rubrique Les questions 11 Afrique que je poserai à mes invités. Sans plus tarder, le premier, celui que vous connaissez, qu'on ne présente plus, mon ami Zahir Oussadi. Bonjour Zahir. Bonjour Adlan. Bonjour ça va tout le monde. Bah, écoute, ça va bien. Content de se retrouver là. Bah, ça fait un petit moment, ça commence à me démanger, donc là, on a envie d'en découdre. Ouais, on a plein de choses à dire, plein de choses à dire. Et en plus de ça, il se Zahir, passe trop de choses en Afrique. Exactement. Et tu vois, on promettait tout le temps aux gens qui nous suivent. D'ailleurs, on vous invite à partager, à liker, à nous poser des questions, à faire vivre l'émission. Cette émission, comme on dit, c'est nous qui l'animons et c'est vous qui la vivez. Donc, Zahir, on a aujourd'hui un invité de marque, un ami en plus. Absolument. On est content de l'avoir, on vous l'avait promis, on ramène des joueurs, on essaye de tourner un petit peu dans le monde du foot. Il n'y a pas que les joueurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un scout. Bonjour Rachid, scout de Liverpool. Je suis content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Comment ça va? Bah, ça va bien, merci. Bah, c'est un plaisir d'être parmi vous. Bah écoute, un plaisir. Depuis le temps qu'on avait dit qu'on ferait l'émission. Bah exactement. Fallait trouver le moment. Et puis c'est un environnement qui passionne les amoureux de foot et notamment en Afrique. Et finalement qu'on connaît assez peu de l'intérieur. Donc Rachid va nous permettre un peu de décrypter certains outils, certaines portes à ouvrir. Eh ben exactement, c'est un peu ce qu'on promettait nous aux gens qui nous suivent, c'est de pouvoir parler du football, mais pas toujours que des joueurs ou vraiment le terrain, enfin la face visible un petit peu du football. Beaucoup veulent devenir footballeurs professionnels et on sait que bon, c'est très compliqué, mais à part être footballeur, il y a aussi plein d'autres métiers, notamment le journalisme. Donc on a la chance d'avoir un rédacteur en chef avec nous, et aussi le scouting, une partie très très importante, parce qu'on va pouvoir peut-être avoir des éléments qui nous échappent dans le choix de certains clubs de choisir des joueurs. Messieurs, on commence sans plus tarder cette première partie dont on a parlé. Il y a une bombe qui est tombée et on va en parler. C'est la démission de Walid Regragui à la tête de cette sélection marocaine. Rapidement, un bilan, Walid Regragui, c'est 49 matchs, 36 victoires, 8 matchs nuls et simplement 5 défaites. Il a un ratio de 2,37 points par match, ce qui est quasiment un record africain. On le rappelle, finaliste de la dernière CAN à domicile au Maroc, aussi demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. C'est une première pour le continent africain. Walid Regragui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un entraîneur en tout cas qui a marqué son passage à la tête d'une sélection. C'est devenu une icône africaine, quoi qu'on en dise. Messieurs, il a un successeur. Peut-être, Zahir, tu vas nous en parler rapidement. Mohamed Wahbi, pour le présenter en 2 mots. Ouais, c'était le coach des U20, donc on va dire que il y a pas mal de rumeurs qui ont circulé dans les jours précédant le départ de Walid Regragui. On a annoncé des noms, il y a des gros noms qui ont circulé, et finalement la fédération a fait le choix de la continuité, j'ai envie de dire, avec déjà un Marocain, quelqu'un qui connaît les rouages de la Fédération royale marocaine de football, donc un fonctionnement, une préparation, on va dire, qui va être facilitée, parce qu'on doit le rappeler, Regragui s'en va, mais la Coupe du Monde c'est dans 3 mois. Donc il va falloir vite se mettre au travail. On va en parler. Alors on va quand même rappeler que Mohamed Wahbi est champion du monde U20. Absolument. Avec cette équipe de U20 marocaine. Aussi, c'était la première fois pour le pays. Donc potentiellement une suite logique, Rachid. Non, suite logique. Après, on sait qu'aujourd'hui la fédération marocaine est solide. Il y a une institution forte. C'est un travail qui date de longue date. Je crois que lors de la conférence de presse, ils avaient montré tout l'historique de ce qui a été fait au Maroc depuis 2008 et la pose de la première pierre de l'Académie Mohamed VI. Donc derrière une institution solide, ils sont, on va dire, dans la continuité, un peu comme à une époque en France où c'était des gens de la DTN française qui se succédaient. Donc à l'époque, on avait eu Aimé Jacquet, Roger Lemaire. Donc on est un peu dans ce type de fonctionnement.
Donc ça paraît logique. Et puis à 3 mois d'une Coupe du Monde, oui, il faut de la stabilité, quelqu'un qui connaît les rouages, comme l'a dit Zahir. Donc le choix semble tout à fait logique. Logique, tu disais, Rachid, Zahir, je me tourne vers toi pour te demander, on est à 3 mois, comme le rappelait justement Rachid, de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pour Walid Regragui en tout cas, qui était un petit peu quand même, voilà, il était un petit peu titillé. On était là, Très titillé. Ouais, voilà, très titillé, un peu Compris pendant la chahuté. CAN. Voilà. Est-ce que c'est un choix pour toi, coup de génie ou erreur À coup de génie, tu peux le savoir qu'à posteriori, j'ai envie de te dire, faut attendre la Coupe du Monde. Maintenant, sur le papier, c'est quand même un gros risque. T'as Walid Regragui qui, en tout cas auprès de ses joueurs, globalement faisait l'unanimité. C'est un entraîneur qui a obtenu des résultats, quoi qu'on en dise. La demi-finale de Coupe du Monde, c'est historique pour un pays africain, c'est historique pour le Maroc. Donc c'est du jamais vu. La finale de la CAN, même si c'était à domicile, même si c'est un traumatisme, même si ça a été vécu de manière dramatique pour les supporters et les Marocains en règle générale, ça reste une belle performance d'atteindre une finale de Coupe d'Afrique. Il y avait une méga pression sur eux. Donc pour moi, il a tenu son rang. Après, ça a été un séisme, oui et non, parce que on le sentait un peu venir quand même. Il y avait des rumeurs. On sait aussi qu'il y a une réunion qui a été un peu chaude pendant la CAN, où il a été un peu secoué, il a été un peu affecté. Donc finalement, il y a une forme de logique. Et je crois que ce qui rassure aussi la fédération marocaine, c'est le fait de se dire que Regragui est arrivé dans un contexte identique. Il avait remplacé Vaïd quelques mois avant la Coupe du Monde. Ça l'avait pas empêché de faire un parcours remarquable. Donc sans doute que du côté des hautes instances marocaines, on se dit que Mohamed Ouabi peut faire la même chose. Et messieurs, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que la situation de Walid Regragui évolue aussi vite? En fait, on passe de quasi héros national. Il reste un héros national. Il reste un héros national. Bon, ça, on lui enlèvera pas, c'est clair. Mais bon, en si peu de temps, on passe de demi-finale Coupe du Monde, finale de la CAN. Je rappelle que la finale... La pression, Adlan. Il y a une pression populaire qui a été très forte. Je pense que même lui a subi une pression comme il n'a jamais subi dans sa carrière, dans sa vie. Au Maroc, ça a été vécu, je le disais, comme un drame national. Cette défaite à la CAN, elle laisse des séquelles. Il y a des joueurs qui sont encore traumatisés. Il y a des joueurs qui sont de top joueurs qui ont du mal à repartir en club parce que 2 mois après, ils ont toujours pas digéré ce qui s'est passé. Donc, c'est quelque chose qui a laissé des traces et je pense que il y avait cette envie de repartir sur un air frais, quelque chose de nouveau pour régénérer un peu le groupe. Rachid, est-ce que tu penses, à titre personnel, que cette défaite en finale a aussi potentiellement facilité le départ de Regragui? Je rappelle quand même que c'est une démission. Il a démissionné. Non, alors, c'est lui qui décide de partir. Voilà. Après, il a été très clair. Et puis quand il parle à chaque fois en conférence de presse, en interview, il est toujours très clair. Donc, et il dit clairement les choses. Il dit, voilà, j'ai pris du recul, j'ai pris le temps de prendre le recul par rapport à la situation et de réfléchir de manière lucide. Et il dit, j'ai décidé en ayant analysé l'ensemble des éléments, il considère que, il le dit, il dit des mots, il parle de nouvelles dynamiques, de nouveaux visages et de visions différentes. Donc en fait, c'est sa propre analyse de la situation où il se dit, ok, je sors de la Coupe du Monde et je pense que lui, il a pris de la hauteur par rapport à tout ce qu'il y a autour et se dire, est-ce que aujourd'hui, si je vais à la Coupe du Monde avec l'équipe, je vais pouvoir apporter quelque chose de plus? Pas forcément, pas sûr. Mais tu parlais juste de chahuter ou critiquer. Mais quand on regarde son bilan, 36 victoires, 8 nuls. C'est exceptionnel son bilan. Non, il est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc à un moment, quand tu lis ce bilan et tu vois tout ce qu'il y a autour, tu te dis c'est pas possible. Moi, c'est incompréhensible. Enfin, moi à titre personnel, où je suis dans ce milieu-là depuis longtemps, et c'est vrai qu'il y a de la passion autour du football extraordinaire. Mais il faut savoir à un moment prendre du recul, prendre de la hauteur. Et surtout quand tu travailles en club, tu dois avoir de la raison. Quand tu es quelqu'un qui a de la raison et tu fais le bilan, tu dis ouais. Non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le bilan de Regragui. Le bilan, il est exceptionnel. Et on en avait parlé avant la CAN, lors de l'émission avant CAN. Moi, j'avais dit, il y avait déjà des rumeurs, des choses négatives sur Regragui. Il était sur une série de 16 victoires consécutives à ce moment-là. C'est du jamais vu. Il avait des résultats de dingue et on parlait de lui comme d'un entraîneur lambda qui entraîne un club de National 3. Après, est-ce qu'on n'a pas ce problème-là culturel en Afrique? On aime le changement, quoi qu'il arrive. On croit toujours que ça va être mieux. Mais justement, on nourrit toujours. Moi, ça me rappelle en comparaison, parce que je connais bien la Tunisie, c'est Roger Le Maire à l'époque en Tunisie. C'est-à-dire que Roger Le Maire, il arrive, il gagne la CAN. La Tunisie n'a jamais gagné la CAN.
Et à la sortie de la CAN, il se fait critiquer tout le long parce qu'en 2006, ils ratent leur Coupe d'Afrique, ils sortent en quart de finale, mais au tir au but en plus face au Nigeria. Derrière, ça se joue à pas grand-chose, la qualif pour au deuxième tour. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est une faute contre l'Ukraine, alors que tu as quand même fait un beau match. Tu mènes 1-0 contre l'Espagne. Mais tu avais du jeu. Quand tu revois les matchs de cette époque-là, tu te dis... C'est agréable. Et jusqu'à ce qu'ils partent entre 2006 et 2008, t'as pas arrêté d'être critiqué. Et quand tu fais le bilan aujourd'hui de tous les sélectionneurs, bah c'est le meilleur bilan que t'as, mais... On le voyait pas à l'époque. Sauf que on refusait de le voir. On refuse de le voir et on est sans cesse on veut toujours être dans la critique. Alors, est-ce que c'est culturel ou pas? Mais justement, c'est une bonne question parce que justement, j'allais. Et des fois, comme je te dis, il faut savoir des fois, prendre du recul, analyser la situation. Et on est toujours là à penser qu'on va toujours gagner, mais il n'y a qu'une équipe qui gagne une compétition. Mais comme tu le rappelles justement, Rachid, Zahir, on voit ça aussi pour d'autres sélections. On a eu un petit peu le cas Belmadi avec l'Algérie, qui avait un bilan aussi exceptionnel, jamais fait, en plus avec une canne au bout, mais c'est vrai que derrière, quand on commence à ne plus trop gagner, c'est plus compliqué. Là aujourd'hui, on a le cas pour la même sélection Petkovic, au final, qui a des résultats plutôt pas mal. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, et on avait déjà posé la question, Rachid, donc je te la pose, toi t'étais pas avec nous, est-ce qu'on n'a pas l'impression que en Afrique, on accorde peut-être beaucoup plus d'importance aussi au contenu, parce que c'est ça qu'on reprochait à Regragui. Au final, c'était pas tant de gagner des matchs ou de les perdre, puisqu'il les gagnait, mais c'était sur le contenu. On avait l'impression, enfin les Marocains exprimaient ça jouait pas assez bien. Voilà, ce ras-le-bol un petit peu. Après, il y a une difficulté par rapport au contenu. Et je sais qu'au Maroc, ils sont très branchés football espagnol, et donc c'était une partie qui est Barcelone, une partie qui est Madrid. D'accord? Sauf qu'à un moment, si tu veux jouer comme Barcelone, Barcelone, il y a tu passes par la Masia, et c'est souvent les joueurs de la Masia qui jouent dans ce profil-là, et souvent quand ils sortent de là, ils ont du mal à s'imposer parfois ailleurs. C'est des profils très particuliers, ou sinon il faut qu'ils aient des coachs qui soient dans cette philosophie de jeu. Mais quand tu es en équipe nationale aujourd'hui, quand tu vois toutes les dates, tout le nombre de matchs qu'on les joue... C'est impossible. Cette année, par rapport à cette Coupe d'Afrique, quand est-ce que les sélectionneurs ont récupéré leurs joueurs? Très peu de temps avant. 5 jours avant. Donc en fait, pour mettre en place du jeu, c'est extrêmement difficile. Donc tu vas à l'essentiel. Et aujourd'hui, on le voit, le football, dans sa globalité, on est beaucoup plus sur du jeu de transition, de la projection... on va s'appuyer de plus en plus sur les coups de pied arrêtés, les touches longues aujourd'hui, parce qu'on a de moins en moins de temps pour travailler. Et donc, si tu veux pouvoir créer des cheminements, des circuits, il te faut du temps. Et aujourd'hui, le temps, tu ne l'as plus. Alors, tu l'as de moins en moins en club, parce que dans les grands clubs, tu joues tous les 3 jours. Et que tu as la pression. En plus, tu as la pression. Mais tu l'as encore moins en sélection, où tes joueurs, tu as une date FIFA en septembre, une date FIFA en octobre, une date FIFA en novembre. Les joueurs, tu les récupères 3 jours avant. Sur cette date FIFA, maintenant, on a même parfois 3 matchs. Ouais. Avant, on en avait 2, maintenant, on a parfois 3. Donc, t'enchaînes les matchs. Tu les vois plus avant le mois de mars. Mars, t'arrives, et puis t'as la compétition derrière. Et même là, combien de temps tu auras avant la Coupe du Monde? Donc, c'est très difficile. Donc, on reproche des choses, mais qui aujourd'hui, on va dire, qu'on peut plus adapter au temps moderne. Ouais, on va dire à ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le temps. Avant, le permet pas. Avant, et puis autre chose. Avant, quand tu avais une sélection africaine, on va dire que tu avais une grande partie de tes joueurs qui pouvaient parfois être des locaux. Donc on faisait des stages avec les locaux. Donc le championnat, on faisait en sorte de l'arrêter un peu plus tôt. Et il y avait déjà les locaux qui partaient en stage, donc ça te donnait une base. Mais là, il y a quasiment plus de joueurs qui jouent dans les championnats locaux en Coupe d'Afrique. Tu regardes les effectifs, tu regardes les listes. Du Sud et l'Égypte. À part l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le reste. Le reste, même la Tunisie qui à l'époque s'appuyait beaucoup sur des joueurs locaux, ce n'est plus le cas. Donc, tu as beaucoup moins de temps de préparation. Donc, forcément, quand tu es sélectionneur, tu vas aller à l'essentiel. Donc, l'essentiel déjà, ce qui est plus facile à mettre en place, c'est une base défensive solide. Et aujourd'hui, n'oublions pas les matchs à la Coupe du Monde, quand ils ont joué l'Espagne, c'est grâce à leur base défensive solide qu'ils ont pu éliminer l'Espagne. Et les gens étaient heureux. Donc, en fait, on est des schizophrènes un peu. Non, pas ça, mais je disais. On est comme ça. Non, pas du tout. Je dirais, on est des éternels insatisfaits. C'est vrai. Tu vois, et donc,
On cherche toujours, si c'est pas ça, on va chercher la petite bête. Si c'est pas les résultats, c'est le jeu. Ouais. Mais si demain c'est le jeu qui a pas les résultats, on va dire, mais il y a pas les résultats. On est, On est dans le regarder. spectacle. Voilà, on est dans le on spectacle. peut pas tout avoir. Et puis après, pour faire du jeu, il faut qu'il y ait deux équipes qui fassent du jeu. Mais comme en face, il y a la même pression, c'est pas. Ah, mais c'est un très bon c'est point. pas Ça, tu évident. parlais de temps de préparation, donc je te rejoins là-dessus. Je pense qu'on est assez d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les sélectionneurs du moins ont beaucoup moins de temps pour pouvoir préparer. Mais même réellement. les clubs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part les grands clubs où les joueurs restent un certain nombre d'années, quand tu as un club moyen, les joueurs ils restent combien de temps chez toi? 2 ans, 2 ans et maximum. puis tu vas les vendre. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va quasiment à l'essentiel. On est beaucoup sur du jeu de transition. C'est pour ça aussi, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure quand on parlera du scouting, mais t'as Bien sûr qu'on va en parler. l'aspect athlétique a pris une dimension. On va en parler. On va a laisser pris la une dimension, parenthèse. ouais, mais qui a pris une dimension qui fait que qui s'explique aussi. Ok. Donc c'est un ensemble. On va en parler. Et comme on parle de temps, messieurs, aujourd'hui, on va, pour fermer la parenthèse marocaine, on parle de temps. Mohamed Wahbi a 3 mois. 3 mois avant la Coupe du Monde, il prend cette équipe, Zahir. Est-ce qu'en 3 mois, il est capable de mettre quelque chose en place ou est-ce qu'il va plutôt travailler dans la continuité à ton sens? Mettre quelque chose en place. Il a l'avantage d'avoir quelque chose qui est déjà en place. Il récolte pas une équipe qui sort d'une génération ratée. Il a une très belle génération, peut-être la plus belle génération du foot marocain. Ils sortent malgré tout, malgré le traumatisme de la finale, d'une série de résultats exceptionnels. Donc, pour moi, il aurait tout intérêt à se baser sur une partie du travail de Regragui, comme Regragui s'était basé en partie sur le travail de Vaïd. Il n'y a pas de raison de tout changer, de tout révolutionner. Le travail marocain, il est bon dans sa globalité. Rachid, est-ce que tu penses que le Maroc est capable de réitérer l'exploit qu'il avait fait au Mondial du Qatar ou un peu plus compliqué? Alors, Équipe attendue déjà? non, déjà ça va être une équipe attendue. Après, ils ont les éléments pour le faire. Après, ils ont été si on enlève le cas du penalty de Brahim Diaz, mais je trouve que l'apport de Brahim Diaz sur cette Coupe d'Afrique, elle a apporté beaucoup. Donc, ils ont des atouts offensifs. Défensivement, il faut qu'ils arrivent à retrouver cette base solide, même s'ils l'ont retrouvée au cours de la compétition. Mais ils peuvent réitérer. Alors, on va dire l'exploit, c'était un exploit en 2002, ça sera peut-être plus en 2022, ce sera peut-être plus un exploit en 2026. Mais si on écoute le discours et la conférence de presse, voilà, comme disait Walid Regragui, aujourd'hui c'est une équipe qui n'a plus peur d'affronter les grands. Donc voilà. Et puis Mohamed Awabi l'a dit, il va travailler dans la continuité. Il y a quelque chose qui existe, on est à 3 mois et ça fonctionne bien. Donc on n'a pas besoin de tout révolutionner. En tout cas, messieurs, on ferme cette parenthèse marocaine. Tu l'as rappelé, en tout cas Rachid, et on va aussi le rappeler. C'est vrai que je trouve aussi, je partage ton avis, Walid Regragui a pris beaucoup de hauteur, beaucoup de recul, et on dirait que cette démission est plus au-delà il n'a pas vraiment pensé à son intérêt personnel, mais il a plus pensé à l'intérêt collectif, notamment le bien de cette sélection, en se disant peut-être que le Maroc a besoin d'un nouveau souffle. Et il a donc décidé de démissionner. Messieurs, on passe à la deuxième partie de cette émission. On va parler de nos 9 pays africains qualifiés directement pour la Coupe du Monde. En attendant, potentiellement, un 10e, la République démocratique du Congo. On l'espère qu'il devra jouer les barrages prochainement. Alors, je rappelle les qualifiés. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, une première, pays le plus petit africain qualifié pour la Coupe du Monde, Afrique du Sud, Sénégal et Côte d'Ivoire. Donc, pas vraiment de surprise, si ce n'est le Cap-Vert. Ces pays-là ont des matchs amicaux en avril au mois de juin. On connaît déjà pour tous les pays qui... Alors, mars et juin. Et on a déjà les adversaires au mois de mars pour tout le monde. Avec des profils différents. Exactement, très différents. Donc, on va commencer par le Maroc, tant qu'on y est. Ouais. Maroc qui doit affronter l'Équateur et le Paraguay. Ça sera donc le premier test pour le nouveau sélectionneur. Messieurs, Maroc, ces 2 matchs de préparation. Zahir, qu'est-ce que tu en penses sur le choix des adversaires? C'est 2 bonnes sélections, l'Équateur et le Paraguay, surtout l'Équateur, de 2 équipes choisies pour la zone âme sud. Peut-être pour préparer le Brésil, encore que je trouve que les 2 styles ne se rapprochent pas trop du Brésil. Après, qu'est-ce qui se rapproche du Brésil? Il n'y en a pas des masses des équipes qui jouent comme les Brésiliens. Mais ça reste 2 bonnes oppositions pour se mettre en marche. Parce que pour le reste, ils affrontent l'Écosse et Haïti. Donc, pas vraiment de ce football-là. Ça va être vraiment une opposition, on va dire, plutôt sur le côté impact physique, voir s'ils sont capables de répondre à du défi physique.
Rachid, le Maroc, ses adversaires. Ouais, bah, Du c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses qui se rapprochent de ce qui se fait au Brésil, l'Amérique du Sud. Mais après, c'est des équipes, ouais, comme je le disais, qui sont agressives, donc ça peut aussi ressembler à ce qui peut les attendre avec les Écossais. Donc, le choix me paraît totalement logique. Justifié. Ouais, justifié. Le Ghana, messieurs, le Ghana qui va affronter l'Autriche et l'Allemagne. Deux équipes deux sélections qu'on a souvent l'habitude de rapprocher, de par déjà la proximité, de par aussi une culture un peu commune. C'est un pays qui ne faisait qu'un il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Est-ce que, Zahir, ce choix paraît logique ou un peu étrange? Non, il y a eu, à peu près dans toutes les sélections, il y a une forme de logique, j'ai trouvé, sur la programmation des matchs. Après, pour organiser des matchs, il faut être deux, donc il faut que ton envie corresponde aussi à l'envie de l'adversaire. Et c'est pas toujours facile quand tu as un adversaire en Coupe du Monde, que tu cherches à affronter son voisin, mais que son voisin, lui, va affronter un autre type de sélection, il va pas forcément avoir intérêt à jouer contre toi. Donc, globalement, je trouve que l'Autriche et l'Allemagne, c'est deux équipes européennes, rigoureuses, sérieuses, avec de l'impact, pour préparer le Ghana qui va affronter de deux équipes européennes. Pour moi, c'est assez cohérent, ouais. Ouais. Ouais, et puis après, de l'autre côté, l'Allemagne et l'Autriche cherchaient, je pense, à rencontrer des équipes africaines. Je crois que c'est ça. L'Autriche avec l'Algérie. Ouais, l'Allemagne et avec la Côte d'Ivoire, c'est ça, ouais. Voilà, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est ce qu'on disait. Ouais. Donc voilà. Après, on attend de voir le Ghana, parce que c'était quand même la seule équipe, avec le Cap-Vert, seule équipe qu'on n'a pas vue à la CAN. Donc, ouais, exactement. On serait curieux de voir. C'est l'un des rares absents. Après, globalement, ouais, tu vois, l'Algérie, c'est Guatemala, Uruguay. Ils vont affronter l'Argentine. Donc, on va dire que d'une certaine façon, avec l'Uruguay, ils sont servis pour affronter ce qui se rapproche le plus de l'Argentine. L'Afrique du Sud, ils ont fait le choix du Panama 2 fois. À mon avis, c'est davantage un choix quand je dis de proximité, de facilité par rapport au fait qu'elle ait deux matchs différents. Donc, ça a parfois aussi des coûts pour certaines sélections qui n'ont pas toujours les moyens de faire des gros déplacements, etc. Ça dépend des lieux aussi. Ça dépend des lieux, ça dépend qui acceptent de les accueillir. Enfin, il y a pas mal de conditions. L'Égypte affronte l'Arabie Saoudite et l'Allemagne. On sait que l'Arabie Saoudite, c'était dans le cadre du grand tournoi organisé au Qatar, mais qui n'est plus sûr d'être tenu. Pareil, l'Espagne aussi, ça rentre dans ce tournoi-là avec beaucoup d'argent, une rentrée d'argent pour la fédération égyptienne qui en a besoin. Le Cap-Vert a opté pour le Chili et la Finlande. C'est deux styles totalement différents. Une équipe nordique pour se préparer au style nordique et le Chili parce que c'est une équipe d'Amérique du Sud, un peu rugueuse, un peu parfois même qui s'est un peu truquée. Voilà, il y a des profils. La Tunisie, je pense que Rachid peut en parler encore mieux. Ouais, Haïti et Canada. Après, c'est plus peut-être à une préparation, parce qu'ils vont aller, je crois que ça va jouer aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, ou au Canada. Donc, c'est aussi dans l'idée de se préparer dans les conditions déjà. Ouais, comme en fait, de France, les choix peuvent être différents. Donc, est-ce qu'on fait des choix de conditions? Est-ce qu'on fait des choix d'adversaires? Tout dépend la logistique, tout dépend les moyens, tout dépend. Il y a aussi des équipes qui sont invitées, donc il y a tout un. C'est le cas de l'Égypte, par exemple, au Qatar. Ouais, voilà. Même si on ne sait pas si ça va avoir lieu avec ce qui se passe en ce moment, mais. Parfois, ça vous permet de toucher aussi un public quand vous avez une diaspora. Donc, en fait, le choix des matchs amicaux dépend de. Ils sont complexes. Après, quand on voit pour la plupart des sélections, c'est peut-être pas la règle absolue pour tout le monde, mais dans la grande majorité, on a quand même l'impression que dans le choix des sélections, on a une sélection dite un peu plus faible et une sélection dite un peu plus forte. Oui. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une logique de turnover? Si, ça c'est tout à fait normal. En mars, tu récupères des joueurs qui sont en plein dans des gros championnats, en plein dans des coupes d'Europe pour certains. Donc l'idée en général, c'est contre la grosse nation, tu mets plus ou moins ton équipe type et après tu donnes du temps de jeu aux autres sur la deuxième confrontation pour emmagasiner de la confiance et investir un groupe dans sa globalité. Et puis parfois tu as des appels de dernière minute, donc tu peux faire quelques essais, tu peux voir si les joueurs rentrent sont performants, est-ce qu'ils rentrent aussi dans le groupe, est-ce qu'ils dans la vie de groupe, parce que faut pas oublier que là on a plus d'équipes, donc la compétition elle va être longue. Donc il va falloir que les gens vivent ensemble. Et en fait aujourd'hui, tu vas avoir à peu près tes 13-14 joueurs qu'on va dire titulaires. Et tu as droit, je crois 26 joueurs.
Donc ça veut dire que tu en as entre 12 et 13. Allez, on va dire qu'il y a une quinzaine, 16 qui vont jouer, et t'en as une dizaine qui vont pas jouer. Ouais. Et en fait, souvent, le plus dur, c'est de gérer les 10 qui ne jouent pas. C'est pas le... Donc, ils sont toujours heureux. Donc voilà, donc le fait aussi d'aller loin, de se déplacer, ça te permet aussi de voir comment se comportent les gars dans la vie de groupe. C'est important. Parce que... ça joue des fois sur ça. C'est pour qu'une équipe réussisse, il faut qu'il y ait une atmosphère positive dans un groupe. Ça, c'est important. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'il y a une équipe qui va surprendre? Une des sélections africaines, une ou plusieurs d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Je vais commencer par Zahir. Est-ce que pour toi, tu as une sélection comme ça, ou deux, ou trois, ou quatre, tu te dis, on va pas faire de langue de bois, on va essayer d'être le plus, là pour le coup, le plus subjectif possible, en disant, voilà, il y a telle sélection. Non, on peut être subjectif et objectif à la fois. Hein. Pour moi, le Sénégal, citer le Sénégal, c'est pas subjectif du tout. C'est le champion d'Afrique. C'est une équipe qui est sur une grosse dynamique. Elle a participé aux dernières Coupes du Monde. Elle a passé le premier tour au Qatar. Elle gagne la CAN, deux éditions sur les 3 dernières. Elle est éliminée que lors de l'édition ivoirienne au penalty dans le contexte qu'on sait. Donc franchement, elle a une génération en or. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il s'extirpe un chemin assez loin. Ouais. D'accord, Rachid, est-ce que tu vois, toi, une ou deux sélections, on met de côté les sentiments? On est. Non, sans sentiment, moi, je rejoins Zahir sur le Sénégal. En tout cas, c'est une équipe qui progresse sans cesse. On le voit, on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique, jusqu'à la finale. On sait, et puis tout en ayant incorporé des jeunes, non, c'est ça. Entre ça, entre Mbaye, donc ils se sont renouvelés. Donc ils ont réussi à se renouveler. La Coupe d'Afrique d'avant, ils avaient intégré Lamine Camara. Donc en fait, ils arrivent à se régénérer. Et c'est une équipe où il y a des joueurs d'expérience, de très jeunes joueurs dynamiques qui arrivent. Des joueurs qui jouent dans de gros clubs. Ils sont dans un super gardien. Ça peut être leur Coupe du Monde. Après, le Maroc dans leur continuité aussi. Moi, j'exclus pas le Maroc. Après, on va voir les autres équipes. On attend les groupes pour certains. Voilà. Ça dépend aussi des groupes. Je vois le groupe de l'Algérie. Le groupe de l'Algérie pourrait leur permettre de sortir, parce qu'on n'oublions pas que les meilleurs troisièmes vont sortir. Donc c'est une particularité de cette Coupe du Monde. Et après, ça va être des matchs. C'est des matchs élimination directe. Donc là, après, c'est un deuxième tournoi qui commence. Mais c'est vrai que pour certains, le groupe pourrait leur permettre de sortir un peu plus facilement. Mais au-delà du fait que on a, comme tu le rappelles, on a beaucoup plus de chances que des équipes sortent, parce que plus de qualifiés, parce que le troisième. Mais ce sera un 16e de finale. Voilà. Mais quand je parle de surprendre, je parle surtout sur des gros matchs. L'Algérie qui va jouer l'Argentine, le Maroc qui va jouer le Brésil. Est-ce que justement sur ces gros matchs-là, parce que c'est un peu là qu'on les attend aussi, c'est un peu là où on va les juger peut-être. Est-ce que vous pensez qu'on a des équipes aujourd'hui, on a cité le Sénégal, à part le Sénégal, qui est capable de faire quelque chose, et à contrario, est-ce qu'il y a des équipes aujourd'hui qui vous inquiètent? Moi qui m'inquiète, non. Honnêtement, quand je vois la liste des sélections... Moi, c'est l'Égypte. Ça fait plusieurs années, à chaque fois, j'attends l'Égypte. Alors, je suis peut-être nostalgique de l'Égypte qui avait gagné les 3 CAN d'affilée. Mais ils ont quand même des joueurs de qualité. On reste toujours un peu sur notre faim avec l'Égypte. Tout le temps. Après, le sélectionneur, il a un discours minimaliste. Lui, c'est la gagne avant tout. Et style de jeu, on repassera. Il a aucun problème avec ça. Est-ce qu'on aura une Égypte revancharde? Après, elle a une poule plutôt à sa portée. Donc c'est un peu son opportunité, on va dire, exceptionnelle, et une grosse attente là-bas en Égypte. Mais pour moi, honnêtement, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, dans son style chaloupé, avec un groupe qui est le même depuis de nombreuses années, pour moi, ils ont une petite carte à jouer. L'insouciance, l'Afrique du Sud, c'est des nations. L'Afrique du Sud, c'est une nation. On en parle souvent dans l'émission. On sait que c'est une nation qui aime jouer. On n'a pas forcément l'impression qu'ils ont énormément de pression. En plus, ni de pression populaire, ni même de pression au-dessus, que ce soit étatique. Enfin, en tout cas, de l'extérieur, c'est un petit peu l'idée qu'on a. On n'a pas. C'est une équipe qui fait. Mais là, quand on voit on voit le plateau des équipes africaines, et quand on voit le niveau de la dernière CAN. On est prêt à quasiment citer toutes les équipes, parce que moi, la Côte d'Ivoire, franchement, elle a ses chances, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle a quand même montré des belles choses, même si ça s'arrêtait un peu plus tôt lors de cette dernière Coupe d'Afrique.
Comme je disais, moi, le Maroc et l'Algérie, c'est des équipes qui, face au Brésil et face à l'Argentine, vont être capables de se mettre au niveau parce qu'ils ont les joueurs pour. Et puis, c'est des matchs que ces équipes-là aiment jouer. Voilà, l'Égypte, ils ont un groupe qui est à leur portée. La Côte d'Ivoire, on l'a cité. Le Sénégal, comme on dit, on est convaincu. Là, on a le Ghana Après, et le voilà. Cap-Vert qu'on n'a pas vu Le Ghana, à la CAN. Le Ghana, on s'interroge parce qu'on les a pas vus à la CAN, donc on a. Et c'est puis, vrai un qu'ils sont truc générationnel, ils se sont un peu renouvelés, mais Ouais, on sait mais pas ils trop ont- où ils sont. Donc on n'arrive pas trop à les situer. Le Cap-Vert, ça va être une surprise, mais ils ont un groupe un peu difficile. Et puis, c'est la découverte, c'est toujours dur la C'est première. toujours la première. Voilà. Après, moi, La Tunisie. on met en dehors les considérations du cœur, etc. Mais j'ai beaucoup aimé la conférence de presse de Sabri Lamouchi, qui je trouve quand il est venu, il a montré une certaine prestance. Je sais qu'en coulisses, ça travaille beaucoup, notamment pour essayer de convaincre certains binationaux. Et comme on en parle en dernier, mais c'est une équipe dont on parle pas, et on peut avoir une petite surprise avec la Tunisie, parce que moi je les avais vus sur le premier match de la Coupe d'Afrique, j'étais au Maroc. Ils avaient été impressionnants. Quand je suis sorti du match, pourtant je suis très critique, je suis assez dur, et là je me suis dit, là cette année on a une belle équipe, on peut faire quelque chose. Et je sais pas, on s'est. Le Nigeria vous a... Bah, je pense qu'on a fait on est revenu sur une tradition qu'on a, nous les Tunisiens, face à grosses équipes, défendre avec un gros bloc, etc. Et on a voulu revenir à ça. Et quand on s'est mis à jouer en deuxième mi-temps, on est revenu à 3-2. Mais sauf que t'as cassé une dynamique que t'avais peut-être sur le premier match, t'as mis un petit peu de doute, et bah sur le dernier match, t'as complètement douté. Et puis après, derrière, bah tu t'es mis en difficulté, puis on s'est mis en difficulté tout seul sur le match contre le Mali, alors que tu mènes 1-0, tu marques tout à la fin. Il y a un bon groupe en Tunisie. Il y a pas forcément de joueurs qui sortent du lot, mais il y a quand même un groupe assez intéressant. Est-ce que, messieurs, pour fermer cette parenthèse sur les matchs amicaux et sur la Coupe du Monde qui arrive, est-ce que les sélections ont tout intérêt à privilégier l'expérience ou la jeunesse, en sachant que bien évidemment le combo des deux c'est l'idéal, mais vous sélectionneurs, est-ce que, ou avec les expériences qui sont les vôtres, est-ce que pour une Coupe du Monde qui arrive comme ça, on doit privilégier l'expérience ou la jeunesse? Ouais, je pense que tu peux difficilement te baser sur l'un ou l'autre seulement. Est-ce que c'est 50-50 pour toi? Ouais, c'est toujours... Moi, je pense qu'il faut se baser sur la performance. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, des fois, tu vas vouloir te baser sur l'expérience, mais si ton joueur d'expérience est sur la fin, n'arrive pas à être performant... Je pose la question parce qu'il y a des joueurs installés dans certaines sélections, avec beaucoup d'expérience, qui sont un petit peu remis en question par une partie de l'opinion publique, à juste titre pour beaucoup par rapport aux performances. Mais c'est pas des cas particuliers, c'est pas propre à une sélection. Non, c'est quasi général. dans toutes. Non, Voilà. mais tu auras toujours ce débat à un moment de savoir comment. C'est sûr que mettre l'expérience au départ te permet de mettre des bases, des choses solides. Après, les jeunes d'aujourd'hui, ils arrivent quand même plus vite, plus tôt. Ils ont beaucoup plus d'insouciance. Ils ont moins peur. Et on le voit, hein, aujourd'hui. Et aujourd'hui, un jeune de 18-19 ans, bah, on voit par exemple par rapport à la Ligue 1, on a beaucoup de jeunes de Ligue 1 qui démarrent très tôt. Aujourd'hui, vous allez voir un jeune de 19-20 ans, il a peut-être déjà 100 matchs en Ligue 1. Donc, Et même les jeunes d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus du tout les jeunes d'avant qui étaient plus dans l'attentisme en se disant viendra notre tour. On avait ce respect un petit peu de l'ancien. Bah avant, on avait le respect de l'ancien, c'est-à-dire que comme on disait, c'est le petit jeune qui va ramasser les ballons, qui va s'asseoir devant, qui va nettoyer les chaussures. Voilà, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une certaine audace. Ouais. Alors, ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais ça a ce côté bon, ce côté audacieux, faut l'utiliser, le culot. On l'a vu, il y a des joueurs à la dernière CAN qui n'avaient pas démarré, qui sont imposés titulaires. Hein. Après, le petit jeune, tu lui fais plus faire ce que tu veux aujourd'hui. Le petit jeune, il arrive, il a déjà un contrat avec un équipementier, il a déjà son contrat pro, il gagne parfois plus que l'ancien. Donc, quand il arrive dans le vestiaire, in fine, il y a une forme de respect naturel aussi. Non, après, je pense qu'après, ce qui va définir à l'arrivée, c'est la performance. C'est la performance. Donc plus maintenant, plus de politesse, on va dire, plus de politesse. C'est ça. Non, mais après, on parlait tout à l'heure aussi du groupe. Il faut aussi pouvoir manager ça tout en gardant un équilibre de groupe. C'est toujours ça le plus important, parce que vous allez partir un mois ensemble, un mois et demi ensemble.
Voilà, comment est-ce que va le prendre l'ancien? Est-ce qu'il va garder son ego ou est-ce qu'au contraire il va se mettre au service de l'équipe et peut-être servir de son expérience pour pousser les plus jeunes. On se rappelle la Coupe du Monde 2018 avec Adel Rami qui a pas fait un match, mais on sentait qu'il était important dans le groupe et pour Didier Deschamps pour l'équipe globale. Pour l'équipe globale. Et c'est les jeunes qui ont joué à l'arrivée. C'est-à-dire que c'est Kylian Mbappé qui a joué, Dembélé qui avait démarré après, c'est plus Mbappé qui a pris, qui s'est imposé. Donc il faut trouver ce juste équilibre en fait, parce que qui va à la fois mêler expérience, performance et la jeunesse, vie de groupe. Voilà, vie de groupe, d'accord. Très bien, messieurs, on va fermer cette parenthèse sur le sujet et on va passer maintenant, Rachid, on va être plus focus sur toi, mais Zahir, je t'invite bien évidemment à participer parce que tu es très calé sur la question aussi. Fin connaisseur, et ton regard en plus est aussi très important et intéressant. On va parler du scouting un petit peu dans son ensemble. Aujourd'hui, Rachid, je le rappelle, tu es recruteur pour Liverpool. Liverpool, un club qu'on ne présente plus, grand club de Première Ligue. Et on va faire un focus un petit peu sur le regard d'un scout aujourd'hui, quand il doit regarder notamment le football africain, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est plus le joueur africain, sans rentrer dans les stéréotypes. On veut pas rentrer justement dans ces stéréotypes-là. On sait très bien, dans les commentaires, les gens ne manqueront pas de le dire qu'un Égyptien c'est pas un Sénégalais, qu'un Sénégalais c'est pas un Éthiopien, à juste titre d'ailleurs. Mais bon, si on regarde un petit peu dans son ensemble quand même, un regard sur le continent. Aujourd'hui, notamment à Liverpool, on a vu des grands noms, Mohamed Salah, Sadio Mané, Naby Keita, Joel Matip, ça c'est les plus récents, mais il y a eu avant eux El Hadji Diouf, il y a eu Rigobert Song, il y a eu alors attends, comme Skoblar, il me semble c'était le gardien des années 80 du Zimbabwe. Ah oui, c'était incroyable parce que déjà Gros Blard, voilà exactement, Gros Blard, entraîneur gardien de but des années 80 jusqu'à 90. Gardien du Zimbabwe donc qui était gardien à Liverpool. Donc il y a un petit peu cette culture un peu africaine. Rachid, est-ce que les clubs européens et aussi je précise parce que quand on parle africain, il y a celui Momo Sissoko. Momo qui était en plus désolé, Momo qui était là. Momo, il y en a eu plein. Ouais, non, il y en a eu plein. Les Africains, ceux d'origine africaine. Oui, il y en a. Jimmy Traoré. Oui, il y en a eu. Il y en a eu aussi, il est passé. Oui. Salif, ouais. Salif. Oui, il y en a eu énormément. Je vais pas tous les citer. Je citais vraiment, on va dire les derniers, peut-être les plus connus pour ceux qui nous regardent maintenant, les plus frais. Voilà, les plus frais dans notre esprit. Alors, dans les joueurs africains, il y a ceux qui sont formés en Afrique. Et puis, dans les joueurs africains, il y a aussi ceux qui sont formés en Europe, qui sont d'origine africaine. Donc là, si on doit, par exemple, pour ceux formés en Afrique, on a Sadio Mané et Mohamed Salah, même si Sadio a fini sa formation, du moins la post-formation, en France. On a ceux d'Europe, Joel Matip, par exemple. Rachid, est-ce que, quand on est scout dans un club en Europe, on s'intéresse de près aux académies africaines, à ce qui se passe dans les académies africaines? Alors, tu vois, tu as cité des joueurs, mais qui ont eu, avant d'arriver à Liverpool, même s'ils étaient africains, ils avaient un long parcours en Europe. Depuis peu, on le voit, il y a de plus en plus de clubs européens qui vont directement sur le marché africain. Avant, et notamment le marché ouest africain, puisqu'aujourd'hui, on va dire que c'est là où se concentrent les meilleurs joueurs, dans ces zones ouest africaines, francophones, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, la partie anglophone, Nigeria, Ghana. Voilà, c'est un peu la région qui le cœur aujourd'hui, même si on a certains pays qui commencent à bien travailler, le Burkina qui a quelques joueurs, l'Afrique du Sud, comme on a pu voir dans... Le Bénin qui essaye de se travailler aussi. Le Bénin, ouais, qui travaille aussi. Vous avez aussi la Gambie, qui a participé à la CAN U20, pas à la dernière, mais celle de la précédente. Donc, très orienté Afrique de l'Ouest. Après, moi, j'ai été très surpris. J'ai été à Transfer Room au Maroc au moment de la CAN. Il y a du travail qui se fait aussi en Afrique de l'Est. Kenya, Tanzanie. Tanzanie, il y a des choses qui se font. Donc, on va dire que le football africain, il est en plein essor. Il se développe. Et les clubs sont très attentifs à ce qui se fait en Afrique.
Ils le sont aussi. Pourquoi on va cibler cette zone de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un retour des anciens joueurs qui viennent et qui réinvestissent dans leur pays sous forme d'académie. Donc il y a beaucoup d'académies aujourd'hui qui se développent, qui sont le fruit d'anciens joueurs qui viennent et qui réinvestissent dans leur pays d'origine, ou parfois même s'ils ne sont pas cette origine, mais dans la zone. Donc il y a vraiment des choses qui se font, notamment au Sénégal, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire, pour parler de la partie francophone, où il y a un vrai développement d'académies. Des académies qui amènent aussi de la compétence, c'est-à-dire qu'on a des très bons formateurs qui partent en Afrique. Il y a du développement qui se fait aussi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ou à l'époque où il y a 20 ans, moi je me rappelle, où il y avait beaucoup de joueurs africains qui passaient par des clubs peut-être maghrébins avant d'aller en Europe. C'est plus le cas. Aujourd'hui, vous allez avoir des joueurs qui vont arriver en Europe. Souvent, on va dire qu'au départ, ils sont recrutés pour être dans l'équipe réserve. Et ils arrivent très vite en équipe première. Le bon exemple, c'est Patrick Zabi, par exemple, à Reims. Il est arrivé au mois de janvier de l'année dernière. Moi, je me rappelle, j'ai assisté à son premier match avec la réserve de Reims. J'étais allé voir la Ligue 2, il y avait la réserve qui jouait avant. Au bout de quelques mois, il s'est retrouvé en équipe première. Et un an après, il est transféré au Paris FC, même s'il a été laissé en prêt à Reims. Donc aujourd'hui, les joueurs, il y a le travail qui est fait en Afrique par l'apport des anciens joueurs, par l'apport des binationaux qui reviennent au pays investir et se développer, par l'apport de compétences européennes, par aussi le développement aussi des coachs locaux, parce qu'on a aussi des très bons coachs locaux qui font du très bon travail et qui ont été formés Bonne école. à la bonne école. On a des gens aujourd'hui, par exemple Jean-Marc Guillou, ça fait plus de 20 ans, et on a des gens qui ont été formés par Jean-Marc Guillou. Donc, vous avez de la compétence en termes de formation qui amène à ce que on a des joueurs aujourd'hui qui arrivent, qui sont beaucoup plus près qu'à une certaine époque. Bah justement, alors tu fais une très bonne transition. C'était la question que je voulais te poser. Aujourd'hui, est-ce que les joueurs justement issus des académies africaines, est-ce que c'est des joueurs qui sont prêts pour le haut niveau, directement arriver dans l'élite? Alors toi tu disais équipe réserve, mais c'est un peu ça, c'est tu disais il faut un temps d'adaptation, mais là où le temps d'adaptation a changé par rapport à avant, parfois un temps d'adaptation ça pouvait être 2 ans pour un joueur. Aujourd'hui le temps d'adaptation il est de 6 mois. C'est-à-dire que comme on travaille de mieux en mieux en Afrique, le temps d'adaptation il s'est réduit quand les joueurs arrivent en Europe. Le temps d'adaptation, il concerne surtout les conditions, la langue, le pays, un peu la culture. Oui, c'est ça. C'est moins sportif en fait. Je pense que c'est ce que veut dire Rachid. Aujourd'hui, sportivement, il y a des joueurs qui viennent d'Afrique qui sont déjà prêts pour le bon niveau, voire le haut niveau. Aujourd'hui, tu vas avoir des académies qui continuent à se développer et dans des ventes qu'ils ont fait, ils vont investir peut-être dans du matériel de musculation aujourd'hui. Donc le joueur aura déjà commencé à avoir une base de travail de musculation, par exemple. Il aura déjà travaillé avec des GPS, avec des préparateurs physiques. Ouais. Ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années de cela. Donc même l'alimentaire, tout ça, c'est des la partie alimentaire. En Afrique, ils font déjà les efforts, ils se préparent déjà à l'idée qu'en Europe, ben, ils pourront plus manger. Il y a un meilleur suivi médical aussi, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui se développent et qui continuent à se développer, mais qui amènent à ce que ce temps d'adaptation, il se réduit de plus en plus. Donc le joueur est un peu plus près. Il est aussi un peu plus au fait de ce qu'il attend quand il va arriver en Europe. Donc voilà, et puis avec les réseaux sociaux, etc., beaucoup de choses se sont démocratisées. C'est-à-dire l'information, ils savent ce qui leur attend, ils savent ils voient ce qui se passe en Europe, comment ils vont travailler, comment ils vont... Donc on est dans un monde hyper connecté. Ils sont à la fois préparés par leurs académies, mais aussi eux, mentalement, à titre individuel, ils sont préparés à ce qui va les attendre. Donc il n'y a plus trop de surprises, en fait. Là où ils vont arriver, ils l'ont déjà vu en vidéo, ils l'ont déjà imaginé en fait. Ils l'ont déjà imagé. Donc quand ils arrivent, il n'y a pas de surprise pour eux. Il n'y a pas de surprise. Est-ce que Rachid, dans les profils de joueurs, encore une fois, je vais dire les joueurs africains, même si j'aime pas faire cette généralité, mais est-ce que toi, en tant que scout, t'as remarqué des similitudes chez les joueurs, notamment qui viennent du continent africain? Ou est-ce que écoute, ce que tu retrouves chez eux, tu peux le retrouver chez quelqu'un qui vient d'ailleurs? Non, je pense que c'est...
en plus déjà chaque académie a sa méthodologie de Oui, travail. c'est pour ça que je veux pas vraiment Et chaque généraliser. académie aussi va avoir sa façon de recruter ses joueurs, de se projeter, et donc t'as des particularités selon les académies. Je prends un exemple, si tu prends JMG, c'est beaucoup de joueurs techniques, beaucoup de milieux de terrain. JMG, c'est Jean-Marc Guillou. Voilà. Ils sont aujourd'hui, quand tu vas chercher quand tu vas chercher un joueur dans une académie à Jean-Marc Guillot, t'es plutôt porté sur des joueurs du milieu de terrain, des joueurs offensifs, et moins sur des profils défensifs, par exemple. Donc voilà. T'as d'autres académies qui vont faire le choix d'être par poste et déjà se projeter en Europe. C'est-à-dire qu'on va prendre des joueurs très grands derrière dans l'axe, on va prendre des latéraux très dynamiques. Donc, chaque académie a une façon de travailler et tu as des profils, t'as des profils tout à fait différents. Après, ce qui va faire qu'on va aller chercher un joueur en Afrique, c'est qu'à un moment, on va aller chercher le joueur. Chaque club va aller chercher le joueur qu'il n'a pas dans son centre de formation, dans son académie. Donc voilà. Et c'est aussi ce qu'on appelle le travail de post-formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas chercher un joueur à 17, 18 ans, la marge d'erreur, elle est moins grande que quand tu vas prendre un joueur de 13, 14, 15 ans. Et puis, tu as des clubs qui vont se spécialiser sur la post-formation, qui ont moins de moyens, mais qui vont aller chercher des joueurs à 17, 18 ans. Ils vont rester un an en équipe réserve, ils vont intégrer l'équipe première. Je suis petit. Moi, par exemple, si demain, je suis un petit club de Ligue 2, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais aller chercher un joueur où je sens qu'il y a un potentiel. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce qu'a fait Bastia avec Christo Naï, par exemple. Et là, on a vu la Coupe d'Afrique qu'il a fait. Donc, en fait, c'est très dépendant de chaque club. Chaque club va chercher des profils totalement différents. En fonction de ses besoins. En fonction de ses besoins, en fonction de ses moyens. Et puis après, en fonction aussi de son réseau, comment il est installé en Afrique, est-ce qu'il a des scouts ou pas en Afrique, donc est-ce qu'il est le premier à avoir l'information, est-ce qu'il est capable d'aller très vite aussi, parce que c'est ce qui fait la différence, c'est-à-dire que si j'ai mon réseau en Afrique et je suis capable, voilà, je sais que tel joueur joue dans telle académie, je suis capable d'être très réactif, de tout de suite rentrer en contact avec les clubs, bah je suis réactif, donc je peux aller très vite sur un profil. Donc ça fait aussi la différence. Rachid, pour ceux qui nous regardent et qui découvrent un petit peu l'œil du scout, qu'est-ce que tu dirais, toi, au-delà de... Parce que c'est très, on va dire, c'est très abstrait pour beaucoup. On pense tous que quand on regarde un match de foot, ah ouais, lui il est bon, ah ouais, lui il est nul. C'est un peu ce que se dit Monsieur Tout le Monde devant un écran de télévision. Quand on est scout et qu'on est dans des tribunes et qu'on regarde un joueur, quels sont les aspects peut-être que le grand public ne voit pas, que vous essayez de détecter chez le joueur, au-delà de ce qui saute aux yeux, la technique, le physique? Non, alors tu vas avoir plusieurs étapes. C'est-à-dire que, je prends un exemple, tu viens parce que souvent quand tu vas scouter en Afrique, tu vas venir sur des tournois qui sont organisés. Donc tu sais que tu vas venir sur une semaine et qu'une équipe, tu vas avoir joué 4 ou 5 fois dans la semaine. Donc tu vas partir. Alors, ce qui a aussi développé depuis quelques années, c'est qu'on a des outils vidéo. Par exemple, je sais pas si on peut citer des marques, mais on a iBall, par exemple, qui permet d'avoir aujourd'hui quasiment toutes les grosses académies, même les plus petites, en vidéo. Donc on a accès déjà aux vidéos des matchs, des championnats de jeunes, des académies. Donc ça permet déjà, tu peux déjà en vidéo faire déjà mâcher un peu le travail. En fait, donc, quand tu vas confirmer un peu tes impressions, donc, plus que pour découvrir. En fait, aujourd'hui, alors contrairement à il y a quelques années où tu venais, tu découvrais. Aujourd'hui, maintenant, si tu as accès à la vidéo, tu y vas et tu sais déjà qui tu vas aller voir. Donc tu as déjà mâché le travail. En fait, le métier de scout, il a beaucoup évolué depuis 10 ans. Moi, je me rappelle quand j'étais au Paris FC il y a 10 ans, c'était le début des matchs en national sur Y-Scout, c'est le début des matchs en national qui étaient filmés sur FFF TV. Et donc, tu avais de la vidéo jusqu'en national. National 2, tu avais quelques clubs où tu trouvais de la vidéo. Sinon, c'était d'aller les voir en live, une fois, 2 fois. Donc, tu choisissais. Et nous, à l'époque, on avait fait la stratégie de se dire, OK, on se concentre sur Paris, sur les clubs à l'époque, c'était National 2, la CFA de Paris. Et c'est comme ça qu'on avait fait notre recrutement. On avait pris des joueurs comme Redouane Kérouche, qui jouait à l'époque à Saint-Maur-Lusitanos. On avait pris des joueurs comme... on avait pris différents joueurs, j'ai plus les noms en tête, mais Thomas Delaine, par exemple. Thomas Delaine, il était à Arras, mais comme Arras jouait dans la zone Paris, c'est comme ça qu'on l'a vu plusieurs fois et donc, mais t'avais pas de vidéo. Aujourd'hui, tu vas faire un pré-travail en vidéo parce que tu as accès à la vidéo. Des fois, tu as même
le découpage qui est fait sur les joueurs. Donc tu vas pouvoir aller même chercher voilà certains aspects. Je veux un défenseur, quel profil de défenseur je veux. Donc en fonction de quel type de profil de défenseur tu souhaites, est-ce que tu souhaites un défenseur relanceur? Est-ce que tu souhaites plutôt un défenseur qui est dans le duel? Donc tu vas peut-être aller cliquer sur duel et aller voir déjà ce qu'il donne dans le duel. Donc pour gagner du temps. Donc c'est un travail qui est pré-mâché. Tu vas utiliser ces outils-là pour gagner du temps. D'accord? Tu vas regarder les matchs en entier pour avoir une vision globale. Tiens, lui. Puis après, tiens, j'ai ressorti lui. Et puis tel et tel joueur, tu vas les voir beaucoup plus en détail. Tu vois, je prends l'exemple d'un défenseur. Tu vas regarder comment il va se comporter, comment il va défendre quand le jeu est face à lui. Comment il va défendre pour intervenir, sortir vite sur le porteur. Est-ce qu'il va se retourner vite dès que le ballon est mis dans la profondeur? Ça, c'est des tips que tu es en train de donner aux gens qui nous regardent, peut-être ceux qui regardent. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Non, mais voilà. Est-ce qu'il va, comment il est en couverture mutuelle? Voilà. Comment il est dans le duel de la tête? Comment il est dans le duel au sol face à un joueur qui percute? Parce que défendre face à un joueur qui arrive en pleine vitesse, qui percute, et défendre face à un joueur dans un petit espace, est-ce qu'il défend de la même manière ou pas? Est-ce qu'il est face à un joueur dynamique dans un petit espace? Est-ce qu'il est un peu lourd à se retourner ou pas? Donc, tu vas ressortir les qualités, tu vas ressortir les points améliorés, et puis sur ces points améliorés, tu te dis, est-ce que il est capable, t'es capable de te projeter? Tu te dis, est-ce que lui, il va pouvoir progresser sur ce domaine-là ou pas? Rachid, en moyenne, pour pas trop, je pense qu'il faut qu'on fasse une émission spéciale scout, hein, parce qu'on peut en parler pendant des heures. Rachid, en moyenne, quand on scout un joueur, on le regarde combien de fois, s'il y a une moyenne comme ça? On va dire que je pense qu'au bout de 5-6 fois, tu connais bien le joueur. D'accord. Et une question très personnelle, Rachid, est-ce qu'il y a un joueur, dès la première fois, tu t'es dit, on le prend? Un joueur dès la première fois. J'ai déjà dit ça, mais ils l'ont pas pris. Peut-être, mais bon, ça. Et après, on sait, les scouts n'ont pas le pouvoir de décision. Eux, ils arrivent avec des rapports. Non, mais après, ça dépend comment fonctionnent les clubs. Ouais. Non, clubs bien sûr, non, mais sans porter de jugement. Non. La question, c'est vraiment, est-ce que ça, ou alors, du moins, sans citer de nom, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un joueur et dès le premier, premier toucher de balle, premier match, en fait, première fois que tu scoutes, tu te dis, lui, c'est sûr, si c'est pas chez nous, ça sera chez quelqu'un d'autre, mais il va signer. Oui, sans citer de nom, oui. Ouais, ok, très bien. Messieurs, on va passer à la dernière partie de cette émission avant de terminer. On va terminer en beauté, messieurs. On va entamer une nouvelle rubrique. C'est la rubrique Les questions 11 Afrique. Messieurs, je vais vous poser des questions. J'en ai 9, je crois, 9, 10, voilà, chacun. Et vous allez me répondre. Essayez de répondre spontanément. Prenez un petit peu le temps de la réflexion, parce qu'il y a quelques questions qui vont peut-être vous demander un petit peu plus de temps que d'autres pour répondre. Prenez le temps de la réflexion, mais c'est intéressant. J'aimerais avoir votre avis. Je vais commencer par Zahir. Et la première question, c'est la question scouting. Question scouting. Zahir, quel joueur africain que personne ne connaît encore sera dans un grand club européen dans 3 ans minimum? C'est dur, hein? Pas une question. En même temps, tu peux réfléchir. Tiens, Rachid, j'aurais dû la poser à Rachid en premier. Mais Rachid, il a plus de données, mais bon, je te fais confiance. Il y en a quelques-uns comme ça dans le monde qui sont un peu, on va dire, identifiés. Et ils aiment bien ce terme-là, les recruteurs, les joueurs identifiés. Je donnerais Lokman Tapsoba. C'est un attaquant burkinabé. En fait, en réfléchissant, c'est un 2010 et je me dis qu'il il est un peu plus jeune que mon neveu. Donc, ça me scie un peu. Ah bah ouais. Ouais, il va sur ses 16 ans. International burkinabé U17. Il a fait une grosse Coupe d'Afrique des Nations. C'est un peu sur cette Coupe d'Afrique qu'il a commencé à taper dans l'œil vraiment des suiveurs du foot africain et de ces catégories-là. Si tu le cites. Voilà. Et voilà, je miserais bien une pièce sur lui. En plus, je trouve que c'est un peu original. On parle beaucoup des Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, qui sont répertoriés. Mais je trouve que le Burkina travaille bien. Très bien. Et voilà, Tapsoba. Très intéressante cette sélection d'ailleurs du Burkina. Je me retourne vers toi, Rachid, la même question. Question scouting, c'est ton domaine. Ouais, mais alors... Je vais citer un joueur qui a déjà signé dans un club. Comme ça, on dira pas, oui, il risque d'aller à Liverpool. Non, c'est pas le très bien aujourd'hui. Oui, c'est pas du tout. Les gens sont tous fous. Hein. Non, mais parce que il faut gérer aussi cette partie-là. Bien évidemment. Pas compte parce que des fois, notre parole ou des fois le fait, de lier un joueur avec un club, on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir autour d'un gamin, parce que ça reste des gamins. Oui, des conséquences, des dommages collatéraux, positifs ou alors négatifs. Non, négatif, la pression qui peut exister autour. Mais il y a un joueur que j'aime beaucoup, moi, et qui a signé au Bayer Leverkusen. C'est Raymond Bomba,
qui était l'avant-centre du Mali à la dernière Coupe d'Afrique U17 et dernière Coupe du Monde. Et c'était un joueur qui, je trouve qu'il a encore une marge de progression et je trouve que le Bayer Leverkusen À suivre. fait. Ouais, c'est un joueur qui va être à suivre. On va le noter. On va le noter. Voilà. La question mondiale, messieurs. Tiens, Rachid. Quelle sélection africaine peut vraiment atteindre une demi-finale de Coupe du Monde? Je dirais Maroc-Sénégal. Maroc-Sénégal. À toi, Zahir? Pour moi, il y en a sur cette Coupe du Monde-là. Je ne sais pas si une équipe va atteindre la demi-finale, mais je pense que dans les années à venir, il y en a plusieurs. Le Maroc l'a fait, donc ils peuvent le refaire. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie. L'Algérie, elle a une jeune génération qui arrive qui est très intéressante. C'est intéressante. Ouais. Et il y a une équipe qui ne sera pas à la Coupe du Monde, mais qui peut le faire, qui pour moi, dans son ADN, c'est même la plus programmée pour ça, c'est le Nigeria. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de complexe, c'est une usine à champions. Et puis ils vont vouloir revenir encore plus fort. Le Nigeria, ils forment toujours, c'est plus de 200 millions d'habitants, c'est incomparable avec les autres pays. La question piège, messieurs. Quel joueur africain est aujourd'hui le plus sous-estimé en Europe, Zahir? Le plus sous-estimé, allez, je dirais, j'exagère un poil parce qu'il joue quand même au Bayer Leverkusen et qui commence à se faire connaître. Mais pour moi, c'est Ibrahim Maza, qui a un authentique talent et qui est en train de monter en puissance. Que les gens, voilà, ils parlent un peu de lui comme d'un bon joueur. Mais je pense que d'ici 6 mois, 1 an, on va se rendre compte que c'est un vrai crack. Rachid? Question piège, parce qu'après on va dire, Liverpool, Ouais, Ils sont dessus, voilà. Non, là je parle à Rachid, je parle plus au scout. Non, Rachid, mais j'aime beaucoup Maza. Pour rejoindre Zahir, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc Ibrahim Maza, à suivre, messieurs, pour ceux qui le connaissent pas encore, Ibrahim Maza, international algérien, qui joue au Bayer Leverkusen. La question, Liverpool, Rachid. Si Liverpool FC devait recruter un Africain cet été, qui tu choisirais? Joker? Non, je botte en touche. Allez, botte en touche, je le savais. De toute façon, je me doute bien que c'est trop dangereux. Prochain mercato, faut être discret, etc. parce que. Eh tiens, question Liverpool à Zahir. Aujourd'hui, t'es scout de Liverpool. Il y a un joueur que tu dois signer. Tu signes qui? Si je peux signer un joueur, Achraf Hakimi. Hakimi. Mais bon, je pense pas que ce soit possible, mais. Non, mais on parle de top joueur mondial. Voilà. La question héritage, messieurs, celle-là, je sais qu'elle est sensible. Celle-là, elle est sensible parce que on veut pas oublier des gens. Voilà, j'ai fait une sélection. C'est très dur. J'ai sélectionné. C'est générationnel. C'est générationnel, voilà. Exactement. Moi, j'ai sélectionné 3 joueurs et j'en prends la responsabilité. D'accord. Question héritage. Qui est le plus grand joueur africain de l'histoire? J'en ai sélectionné 3. J'aurais pu en mettre 5, j'aurais pu en mettre 10, j'aurais pu en mettre 20. Ouais. J'ai sélectionné ces 3-là parce que je pense que c'est des noms que tous les gens qui nous regardent connaissent. Georges Weah, Didier Drogba ou Samuel Eto'o, Rachid. Alors, question générationnelle, parce que peut-être je fais jeune, mais je suis assez âgé. Je dirais Georges Weah parce que. Mais ça, Georges. Ouais, j'étais jeune. Et puis, c'est le premier qui a ouvert un peu la porte aux autres. Ah oui. Et en plus, Georges Weah qui vient. Ballon d'Or. Et puis, Libéria, quoi. Libéria, c'était pas. Voilà, il a mis le Libéria sur une carte sans manquer de respect au pays, bien évidemment, mais il a mis le Libéria sur une carte. Il est devenu président de la République. En plus, et il a un fils qui aujourd'hui évolue à l'Olympique de Marseille. Je te retourne. Ouais, pareil, Mr. George. Mr. George. Ouais, je suis fan de Drogba et de Eto'o. Ouais. Attention. Et j'en ai remis d'autres, des Madjer, des joueurs, il y en a. Ouais, il y en a plein. Mais Mr. George, il représente quelque chose. Et voilà, ça m'intéresse de savoir aussi votre avis dans les commentaires. Et aussi, il y a d'autres joueurs. Bon, comme j'ai dit, j'en ai pris 3, je prends la responsabilité. La question CAN, messieurs. La CAN est-elle encore sous-respectée par les clubs européens, Zahir? Oui. Oui, avec plusieurs oui. Ah oui. On l'a vu lors de la dernière CAN, ils ont été libérés 5 jours avant. Tout le monde fait en sorte de mettre une petite pression sur les joueurs pour qu'ils n'y aillent pas. Enfin, c'est sous-considéré. En revanche, il n'y a pas forcément ce respect. En revanche, il n'y a jamais autant de téléspectateurs, il n'y a jamais autant de suiveurs de la CAN. Donc je pense qu'on est à un point de bascule où la donne est en train de changer. J'en complètement Zahir. Et sur le fait aussi que, tout ce qu'il y a eu autour de cette CAN, l'ambiance, mais aussi toute... je cherche le mot, mais... L'engouement, voilà, c'est le mot que je cherchais. L'engouement qu'il y a eu autour de cette CAN. Déjà, la CAN en Côte d'Ivoire, il y avait eu un certain engouement. Ouais, je suis d'accord. Mais là, celle-ci... On a passé un step. Incroyable, hein.
Bah, en plus, toutes les conditions étaient réunies. Hein. Les stades exceptionnels, les conditions étaient réunies. les joueurs aussi, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le plateau de la CAN en termes de qualité de joueurs, ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait des équipes nationales qui peuvent moins construire de jeux, on a des joueurs qui viennent de tous les grands clubs européens. Donc on a un plateau quasiment Ligue des Champions en termes de qualité de joueurs. Certains disent, notamment, je crois avoir lu Mohamed Ouahabi qui disait que la CAN c'est peut-être même plus dur à gagner que la Coupe du Monde. Donc pour certains, ça n'engage que lui. C'est la même règle en Europe. On dit que l'euro est plus dur que la Coupe du Monde. Beaucoup. Après chacun fera son idée. Voilà, voilà. Non, mais c'est plus lié à la pression populaire. C'est comme l'euro. C'est plus par rapport à ça. La Coupe du Monde, c'est vrai. Surtout là, ça va être aux États-Unis. T'es un peu loin de. Et puis il y a le côté festif. Messieurs, la question génération. Zahir, quel joueur africain peut devenir le nouveau visage du football africain dans les 5 ans? Écoute, je vais d'abord te faire une petite feinte. Je pense que le nouveau visage du foot africain dans 5 ans, c'est celui d'aujourd'hui, c'est Achraf Hakimi. Parce que il a que 27 ans. Donc je pense que sur les 5 prochaines années, il sera là, il sera au top. Il n'y a pas un joueur. Après, c'est son poste. Hein. Moi, on adore. Ici, on fait l'éloge de ce joueur tous les jours. Mais bon, c'est vrai que généralement. Après, allez, je vais t'en donner deux. J'ai cité Maza tout à l'heure en sous-côté, donc je pense qu'il peut devenir une figure de proue du foot africain. Et je donnerai l'Ivoirien Diomandé aussi, qui pour moi est en train de faire de bonnes choses. Très bien, Rachid. Joker. Et ça va polémiquer. Voilà. Ok, bon bah super. On a Mister Joker avec nous aujourd'hui, magnifique. Bah oui. La question Académie Vivier. J'espère que tu vas pouvoir répondre à celle-là, Rachid. Oui. Facile. Aujourd'hui, quelle académie ou quel pays africain forme le mieux les joueurs? Je vais dire pays africains. Je vais en citer deux et on le voit, c'est ceux qui sont arrivés en finale de la CAN. C'est le Sénégal, où à la fois il y a des académies qui sont installées depuis un certain nombre d'années, notamment Djambars, entre autres. Il y en a d'autres qui se développent, Génération Foot, il y a Amitié, l'académie d'Mbaba aussi qui se développe. D'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, je les oublie, j'espère qu'ils m'excuseront. Donc voilà. Et après le Maroc. Le Maroc à travers l'académie Mohamed VI, parce que faut pas oublier que l'équipe actuelle, elle est quand même formée d'un certain nombre de joueurs locaux formés au Maroc. Et la dernière CAN U20 gagnée par le Maroc, il y avait aussi un certain nombre de joueurs formés au Maroc quand ils ont été champions du monde, notamment le petit Zabiri qui a été formé à l'académie Mohamed VI, qui est passé par Touarega. Donc aujourd'hui, ils sont moteurs dans ce qui se fait en termes de formation pour le continent africain. Après, ça bosse bien en Côte d'Ivoire, ça bosse bien au Mali. Voilà. Mais aujourd'hui, au top, je mettrais ces deux pays en top. Messieurs, la dernière question, la question fun. Zahir, pour toi, gagner la CAN ou atteindre une demi-finale de Coupe du Monde? C'est une vraie question existentielle parce que personne n'est d'accord sur ça. Écoute, les puristes ils disent que gagner un trophée c'est plus important que le reste, que tu mets ton nom dans l'histoire. Mais moi quand même pour un pays africain, surtout si tu as déjà gagné la CAN, une demi-finale de Coupe du Monde c'est sympathique. Rachid. Moi je dirais les deux. Ah ouais, t'es gourmand toi. Oh, bah, je suis gourmand. Pourquoi s'interdire de rêver? On peut pas s'interdire de rêver, au contraire. Tu gagnes la CAN et puis derrière t'enchaînes, tu vas en demi-finale de Coupe du Monde. Ça c'est un beau message pour nos amis sénégalais. On vous attend en demi-finale de Coupe du Monde. Pourquoi la demi-finale? Pourquoi ne pas gagner la Coupe du Monde? Et pourquoi pas gagner la Faut qu'un pays africain la gagne maintenant. Exactement. C'est le moment. Exactement. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup. C'est passé Ça a vite. été un plaisir. Merci Rachid. Merci à vous. Merci d'avoir Moi je suis un peu frustré. Pourquoi? J'avais envie d'écouter Rachid davantage sur le scouting, sur les méthodes et tout. Bah ouais, t'as bien vu, on a fait Franchement, presque 25 minutes Il dessus. faut qu'on se refasse un rendez-vous bientôt, Rachid, parce qu'il y a le côté Pareil, scouting. Là, je suis resté en train d'écouter, j'étais en train de voyager, donc. Ouais, on est même un petit peu sorti. À l'occasion, on est sorti un peu du. Un peu. Non, Mais bah, bon, l'occasion. ça va. En tout cas, Ça permet aux gens de mieux comprendre notre métier. Vulgariser. voilà, exactement. C'est ça qui est important. Après, nous, comme je le dis souvent, on essaye d'être une émission au-delà des infos qu'on peut donner, avoir un peu un minimum de pertinence. On aime bien avoir, c'est pour ça qu'on a des invités. Quand on a un scout, on aime bien avoir l'œil du scout. Quand on a des joueurs, l'œil du joueur. Mais sortir un petit peu du sentier battu. du sentier battu. Voilà, tout le monde quand on est là, c'est un peu ce qu'on entend un petit peu partout. Là, c'est bien, Rachid. Merci de t'être positionné sur certains sujets. Merci De rien, beaucoup. Et puis, bien évidemment,
on t'excuse pleinement d'avoir usé quelques jokers durant cette On émission. m'avait dit que j'avais le droit. Ça avait le droit. C'est T'as utilisé. tout à fait le C'était droit. dans le jeu. T'as tous les droits. Ici, tous les coups. Rachid, Joker, Khalifi. Voilà, messieurs et mesdames, merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette émission. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci à Zahir, merci à Rachid, merci à la régie, les gens que vous voyez pas. Léo, Simon. Voilà, Merci Léo et Simon, les personnes qui sont là, qui mettent tout en place, qui préparent, on les voit pas, mais sans eux, on pourrait pas faire grand chose. On vous dit au mois prochain, on vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois. On vous souhaite des bons matchs pour vos équipes nationales lors des préparations et une super Coupe du Monde à venir. À très bientôt. Salut!